Bonjour, c'est parti pour un nouveau numéro de Valeurs Ajoutées sur Boursorama. Aujourd'hui, on se demande quelles séquelles va laisser la tempête bancaire des dernières semaines. Bonjour Thibaut Douard. Bonjour David. Bon, question à $1 milliard. Est-ce que le gros du stress bancaire est derrière nous, a priori, manifestement, mais on ne s'engage pas non plus? Ça dépend. C'est-à-dire que déjà, je pense qu'il faut faire un vrai distinguo entre ce qui se passe aux États-Unis et ce qui peut se passer en Europe. J'ai tendance à penser qu'en Europe, oui, parce que le stress bancaire en Europe a été un petit peu créé de toutes pièces, entre guillemets. Crédit Suisse, Crédit Suisse, c'est un cas assez produit quand particulier. même un gros choc. Hein. Crédit Suisse, c'est un cas un petit peu particulier, mais qui est finalement l'effet de contagion qu'on a pu avoir de ce qui se passe aux États-Unis. C'était en fait l'établissement le plus à même de subir cet effet de contagion, parce que Crédit Suisse, la banque n'est pas tombée en 3 jours. Les déboires de Crédit Suisse, ça fait maintenant 4 ans que ça dure. On a déjà eu Greensill en 2020, Archegos en 2021, des pertes assez massives en fait pour Crédit Suisse. 7 sur milliards des défauts, en 2022. Oui, et sur des défauts de contrôle de risque, sur des défauts de management, en fait, de choix stratégiques aussi. Mais Crédit Suisse était sur la bonne voie, dans le sens où Crédit Suisse en fait était en train de dérouler un plan stratégique qui avait été dévoilé en octobre dernier, qui demandait en fait du temps et de la confiance. Et en fait, la nervosité de marché créée par ce qui se passe aux États-Unis leur a pas laissé finalement ce temps et cette confiance qui était nécessaire pour que la banque se redresse petit à petit. Ça a entraîné une fuite des dépôts qui a accéléré en fait la chute de Crédit Suisse, qui était un peu un colosse au pied d'argile. Mais ce qui se passe aux États-Unis, pour le coup, les séquelles seront un petit peu plus profondes. Parce que le stress bancaire aux États-Unis est tout de même assez justifié sur les banques régionales. Il y a des vrais déséquilibres pour certaines dans leur manière de fonctionner. On l'a vu dans le cas de SVB. SVB, c'est l'exemple typique à la fois des mauvaises décisions de management, mais aussi un vrai défaut de supervision. Et j'ai envie de dire que c'est le défaut de supervision peut-être le point le plus important, parce que il a permis justement ces mauvaises décisions qui ont été prises sur les 2 dernières années. On remerciera l'administration Trump, parce que finalement c'est bien elle qui a sorti de la supervision des dizaines de banques américaines. Oui, en relevant le seuil en fait, à partir duquel les critères les plus sévères, entre guillemets, ou en tout cas les standards les plus sévères, sont appliqués en termes de supervision, en termes d'application de ratio. Milliards d'actifs. Exactement. Là où en Europe, par exemple, et c'est là où il y a un vrai distinguo à faire entre les deux, en Europe, le seuil, c'est 30 milliards de taille de bilan. Ouais. C'est-à-dire que votre banque est supervisée par la BCE et soumise aux mêmes critères, enfin aux mêmes exigences en termes de solvabilité, de liquidité, en tout cas tous les ratios prudentiels, tout ce qui a été mis en place depuis la crise financière s'applique à votre banque, en fait, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Et dans le cas de SVB, on l'a bien vu en fait. On avait un problème de duration entre l'actif et le passif qui était quand même assez démentiel. Ces pertes qui n'étaient pas cristallisées encore, des pertes latentes en fait sur le portefeuille d'actifs liquides, vous n'avez pas ça en Europe en fait, parce que justement, ça fait maintenant, sur les 5 dernières années, les banques européennes ont subi 2 stress tests sur spécifiquement le risque de taux d'intérêt au bilan et un mauvais alignement entre l'actif et le passif. C'est-à-dire que la duration moyenne des portefeuilles d'actifs liquides en Europe, c'est entre 3 et 4. 3 et 4 quoi? Oui, c'est la sensibilité en fait à une variation des taux d'intérêt. Mais ce qui veut dire qu'en fait, si aujourd'hui les banques européennes étaient amenées à vendre leur portefeuille d'actifs liquides, les pertes latentes, c'est entre 5 et 10% finalement de la valeur du portefeuille. Dans le cas de SVB, c'était massif en fait, parce que ce qu'a fait SVB, c'est acheter massivement des obligations très longues, 10 ans, en 2020-2021. Ce qui n'est pas d'ailleurs un produit risqué. Non, le produit n'est pas risqué. Le bon du Trésor américain sur 10 ans, c'est ce qu'il y a de plus safe, sauf qu'il y a un problème d'alignement entre... Exactement. C'est que quand on a une structure de dépôt aussi concentrée, aussi volatile que celle de SVB, parce que SVB était très lié au secteur de la technologie, le top 10 des déposants de SVB, c'était 13 milliards. Vous voulez, la différence aussi pour les banques européennes, c'est que vous avez une structure de passifs qui est totalement différente de ce que vous pouvez retrouver sur certaines banques régionales US. C'est-à-dire qu'on a une structure très granulaire des dépôts, avec une prédominance des dépôts des particuliers, qui sont beaucoup moins volatiles que ne peuvent l'être les dépôts des entreprises. Et quand les startups ont eu besoin de retirer leurs sous parce qu'elles avaient des problèmes pour se financer, et SVB a dû vendre son portefeuille obligataire de 20 milliards en se prenant une paume de 2 milliards, en annonçant une possible augmentation de capital. Tout le monde s'est mis à avoir peur et boum, c'est parti. Voilà, c'est la spirale négative, c'est la crise de confiance. Défaut de supervision, défaut de gestion de la banque, enfin c'est la totale. Exactement. Et on s'aperçoit, ça a mis en lumière le fait qu'il y avait quand même certains déséquilibres qu'on retrouvait aussi dans d'autres banques régionales. Pour le coup, c'est pour ça que je dis que les séquelles vont être un petit peu plus profondes aux États-Unis, c'est que c'est difficile d'imaginer en fait que la supervision reste telle quelle. Je pense qu'on va redescendre le seuil. Alors, c'est l'objet de l'émission aujourd'hui. Donc, toute cette affaire laissera des traces plus à vous écouter, Thibaut, aux États-Unis qu'en Europe, des traces dans l'économie, sur les marchés financiers. Quels sont les impacts qui sont déjà visibles
Déjà, tout le monde parle de ce resserrement implicite des conditions de crédit. Là encore, je pense que c'est... Voilà, aux États-Unis, les banques régionales US, par exemple, ont des portefeuilles de prêts, là aussi, assez concentrés. Certaines sont très investies, en fait, sur l'immobilier commercial aux US. L'immobilier commercial aux US est assez gros, mais c'est surtout... comment dire, ils ont des besoins de refinancement qui sont assez importants. On peut supposer qu'avec la non-stabilité des dépôts ces derniers mois pour certaines banques, en tout cas ces dernières semaines pour certaines banques régionales US, il y a moins de visibilité évidemment sur l'avenir, donc c'est plus difficile de prendre des décisions. Il y aura forcément un resserrement parce qu'elles-mêmes, ces banques régionales américaines auront besoin de, de payer plus cher leurs ressources. Et puis si elles font face à des sorties de dépôt, il y a un problème de financement, c'est-à-dire que c'est pas facile de faire des prêts si vous n'avez pas de financement qui est adossé derrière en fait. Donc de facto, il y aura un déficit de toute façon d'octroi de prêts aux US sur certains segments. Et donc, il ne sera pas généralisé, on ne peut pas appliquer ça aux grandes banques US qui restent en bonne santé, qui généralement d'ailleurs bénéficient quand on a des sorties de dépôt des petites banques, généralement ça va chez les grosses banques, sans faire d'efforts particuliers de pricing, c'est plutôt comment dire, la qualité, en tout cas la qualité de la franchise, la qualité de la marque qui attire, qui rassure l'investisseur. Et donc leur coût de financement pour les grandes banques ne va pas forcément augmenter. En Europe, pour le coup, il y a un resserrement des conditions d'octroi de prêt, mais il a été enclenché en juin dernier, il n'est pas nouveau. Par la BCE. Par la BCE, par les mesures de la BCE, mais aussi par l'incertitude macroéconomique. C'est vrai que c'est plus difficile de prendre des décisions à long terme, en tout cas sur certains secteurs, quand on a autant d'incertitudes macroéconomiques. Mais il n'y a pas d'accélération, en fait. Il n'y a pas de changement de coût de financement des banques pour l'instant en Europe. La plupart des banques, en plus, étaient déjà avancées sur ces plans de financement de marché, j'ai envie de dire, ce qu'on appelle la dette senior. Plus de 50% des besoins de financement 2023 ont été réalisés sur le premier trimestre de l'année. Donc il n'y a pas d'urgence à réémettre. Et puis le coût de financement senior est resté assez stable. On n'a pas été témoin de fuite de dépôts. Est-ce que le coût des dépôts va augmenter pour les banques? Oui, mais c'était déjà prévu en fait. On va avoir de plus en plus de dépôts à terme, mais il n'y aura pas une... On est sur des marchés, contrairement aux États-Unis où vous avez 4000 banques, un marché ultra compétitif et ultra fragmenté. En Europe, vous êtes une succession finalement de marchés consolidés. Vous n'avez pas 4000 banques en France entre lesquelles vous pouvez faire jouer la compétition. Donc vous avez une moindre compétition sur les dépôts, moins d'alternatives, et ce stress qu'on voit aux États-Unis ne se matérialise pas en Europe. Bon, autre impact sur les marchés, déjà visible, on voit le marché de la dette subordonnée en lien avec l'affaire et l'effondrement du Crédit Suisse, qui est un peu sur dessus-dessous, là, qui est un peu sonné. Ce qui a choqué en fait le marché de la dette subordonnée dans le cas de Crédit Suisse, donc c'est pas forcément... La dette subordonnée, c'est la dette qui est senior, c'est la dette qui... Alors la dette subordonnée, c'est la dette qui est senior uniquement à l'action, mais qui est subordonnée uniquement à l'action, mais... Oui, je recommence. Qui est senior uniquement à l'equity, donc à l'action pure, mais qui est subordonné à tout le reste de la structure de financement bancaire. Donc que ce soit les dépôts, ce qu'on appelle les covered bonds, la dette senior ou même la dette tier 2. La dette COCO AT1 subordonnée, il y a plusieurs noms pour la désigner, c'est une dette qui est considérée comme du quasi-fonds propre et qui est utilisée pour des ratios prudentiels de solvabilité. Donc il y a un risque sur cette dette-là. Ce qui a choqué dans le cas de Crédit Suisse, c'est qu'il y a eu une compensation offerte aux actionnaires, tandis qu'il n'y en a pas eu pour les porteurs subordonnés. Donc là, on a une inversion de la hiérarchie des seniorités et des risques. Et c'est ce qui a fait peur en fait au marché de la dette subordonnée. C'est-à-dire, quelle est la justification d'être investi sur ce marché-là si on n'a pas la possibilité de hausse de l'actionnaire, mais qu'en plus, on a plus de downside entre guillemets que l'actionnaire. Ça a été très important. Il y a un vrai distinguo qui se fait, encore une fois, entre ce qui s'est passé en Suisse et ce qui va se passer dans le reste du monde. C'est-à-dire que la première chose qu'ont fait les régulateurs européens, anglais, canadiens, même singapouriens, c'est le lundi matin, le lundi qui suit l'adossement du Crédit Suisse à l'UBS, de vraiment spécifier noir sur blanc dans les communiqués de presse que ce qui s'est passé en Suisse ne se passera pas et ne peut pas se passer dans leur cadre juridique. En Europe, on est soumis à ce qu'on appelle la BRRD. La Suisse est un cas à part dans le sens où elle n'est pas soumise à la réglementation européenne. On n'est pas dans le même cadre réglementaire. Et ce qu'ont dit les régulateurs, c'est que ça ne veut pas dire qu'une dette subordonnée ne peut pas aller à zéro. Mais il n'y a pas un seul cas où elle ira à zéro avant que l'action soit allée à zéro. Et on a déjà des cas. Ça a rassuré ou pas le marché des subordonnés ? Oui, c'était très important de, entre guillemets, remettre l'église au milieu du village, de vraiment réaffirmer la hiérarchie, si vous voulez, des seniorités. Et puis surtout, les régulateurs, depuis 10 ans, ont donné beaucoup d'importance à ce marché-là. Donc ça serait revenir sur 10 ans de développement de ce marché, y compris pendant la crise du Covid, on a donné un rôle plus important à ces instruments. Parmi les traces aussi que ce stress bancaire va laisser, il y a évidemment l'implication sur la réglementation, mais c'est encore une fois un truc plutôt aux États-Unis qu'en Europe, non ? Alors en Europe aussi. Alors aux États-Unis,
États-Unis, ça va être de toute façon un abaissement du seuil de supervision. On a bien vu que SVB c'est un peut être considéré... C'est un retour en arrière nécessaire. On a bien vu que la supervision est importante et qu'un défaut de supervision peut conduire à des catastrophes comme on a pu le voir. Donc aux États-Unis, c'est assez clair, c'est un retour en arrière. Ça va être l'abaissement du seuil de supervision stricte, entre guillemets, de la part des autorités. En Europe, tout ce que ça a prouvé, c'est que la réglementation est assez bien faite. Même dans le cas de Crédit Suisse, si vous voulez, Crédit Suisse a eu 100 milliards de sorties de dépôt au dernier trimestre, enfin au Q4 de l'année dernière. C'est énorme. Ils ont vendu 40 milliards d'actifs liquides. Aucune perte au compte de résultats liés à ces activités. C'est-à-dire que c'est bien marqué. Le risque qu'on avait chez SVB, on ne l'a pas dans les banques européennes. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais là où on aura sûrement une évolution de la réglementation, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui a changé par rapport à il y a 10 ou il y a 15 ans, c'est qu'à l'ère de la banque digitale, à l'ère des réseaux sociaux, on voit que ça va beaucoup plus vite. Les transferts de fonds, ça va beaucoup plus vite. Se font en un clic. Et donc la réglementation sur tout ce qui est ratio de liquidité et détention de portefeuille d'actifs liquides, c'est basé en fait sur des hypothèses de sortie de dépôt. Il y a des dépôts qui sont considérés comme stables, il y a des dépôts qui sont considérés comme moins stables, notamment les dépôts d'entreprise. Et les hypothèses vont être revues pour être un petit peu plus sévères, entre guillemets. C'est-à-dire que normalement, le ratio de liquidité à court terme, typiquement, le ratio qui était créé pour supporter un bank run, comme on dit, panique bancaire au guichet, il est basé sur des hypothèses de sortie de dépôt de 12% des dépôts considérés comme non stables sur 30 jours. Très clairement, dans le cas de Crédit Suisse, on s'est aperçu qu'au dernier trimestre, c'était plutôt 25%. Dans le cas des SVB, c'était encore plus important. Donc pour le coup, je pense que... Alors ça va prendre plusieurs années, mais je pense que l'évolution qui est nécessaire, c'est cette meilleure prise en compte de la vélocité de sortie des dépôts qui est différente de ce qu'elle était il y a encore 10 ans. Ce qui ne sera pas très bon pour parler à notre sujet sur la rentabilité des banques. Parce que s'il faut de nouveau avoir ça veut dire un petit peu plus d'actifs liquides. Alors c'est quand même un peu mieux de le faire maintenant. Avec des taux plus élevés. Voilà. C'est-à-dire que si on l'avait fait en période de taux négatifs, c'était déjà assez punitif. Donc augmenter la partie... parce que qu'est-ce qu'on appelle actifs liquides? Ce sont principalement des dettes souveraines. Donc évidemment, si on augmentait la partie de dettes souveraines à taux négatif, mais c'est un impact qui se verra plutôt dans 3, 4, 5 ans. Et c'est un impact, il y a déjà plusieurs études qui ont été publiées, qui devraient rester assez modérées sur le profit bancaire. Enfin, l'impact est mesuré entre 5 et 10% du profit bancaire à 2025-2026. Ce qui reste assez modéré, et pendant ce temps-là, les banques continuent d'être ultra profitables. En fait, c'est ce qui est le plus frustrant pour nous, qui regardons ce marché tous les jours, c'est qu'on a un stress bancaire au moment où les banques n'ont jamais été aussi solides. C'est assez lunaire, c'est assez irrationnel. On est dans la crise de confiance, dans la crise de sentiment, mais qui n'est absolument pas justifiée parce qu'on peut voir sur les bilans bancaires. On n'a jamais eu des ratios de solvabilité aussi élevés, on n'a jamais eu des ratios de créances douteuses aussi peu élevés, on n'a jamais eu des bilans aussi sains. Et on a des banques qui sont préparées à toute éventualité, entre guillemets, sur mieux qu'une crise bancaire, entre guillemets, mieux qu'un stress bancaire arrive avec des banques en bonne santé que des banques qui sont déjà en difficulté. Le stress bancaire, après, on s'aperçoit qu'on peut le créer de rien, en fait. C'est ce qui peut être un petit peu inquiétant. C'est ce qui s'appelle la confiance. Et c'est vrai que une crise de confiance, c'est ce qui est le plus dur, finalement, à briser, parce que les banques peuvent dire qu'elles sont liquides, qu'elles sont solvables. Ça n'a pas d'impact, en fait, quand on est un peu en mode panique. Il va falloir du temps. Thibaut, dernier point, dernier impact, qui n'est pas sur les marchés, mais qui est pour le coup, j'ai envie de dire pour le commun des mortels. Les banques vont commencer pour le coup à mieux rémunérer les dépôts. Oui, mais est-ce qu'elles vont faire de manière forcée liée au stress bancaire? En fait, non, c'était déjà prévu en fait. C'était déjà prévu, elles commençaient déjà à le faire. En fait, vous le voyez notamment sur les dépôts à terme. Vous avez de plus en plus de banques qui vous proposent des dépôts à terme rémunérés sur 2 ans, 3 ans. Alors ça, c'est très bien pour les banques parce qu'en plus, ça vous bloque les dépôts sur une période de 2 ans. Donc c'est des dépôts qui sont plus que stables, c'est des dépôts qui ne peuvent pas sortir. Sur le compte courant, pas forcément. Il y aura une augmentation. C'est zéro aujourd'hui. C'est zéro, mais en même temps, elles ont fait 7 ans à rester à zéro, alors qu'en vrai, elles étaient chargées à moins 50 centimes. Par la BCE. Par la BCE. Et en fait, la difficulté sur le compte courant, c'est qu'on a aussi une incertitude sur le niveau, ou en tout cas la pérennité des niveaux de taux. On a beaucoup d'incertitudes macroéconomiques. On pense que la BCE va encore augmenter de 25 points de base à sa prochaine réunion, mais les données de croissance ou autres peuvent infléchir cette position, et donc rémunérer sur vos dépôts courants avec cette incertitude sur le niveau de taux et le niveau de taux de dépôt, c'est un peu plus compliqué. Il y aura forcément un peu plus de rémunération, mais c'était déjà prévu, mais je ne vois pas d'accélération de ce point de vue-là. Bon voilà, en tout cas on voit qu'il y a des impacts, même si là, encore une fois ce stress bancaire semble a priori derrière nous, ça laisse quand même des traces. On ne peut pas fermer les yeux sur la faillite d'une banque comme Crédit Suisse.
c'est impossible. Mais il faut faire la part des choses. Peut-être, pour simplifier, on a une succession d'événements idiosyncratiques qui ont fait ressembler à un risque systémique. Mais si vous prenez chaque cas, que ce soit Signature Bank, SVB aux États-Unis ou Crédit Suisse, ce sont vraiment des cas très très particuliers et des business models qui ne sont pas répliqués dans d'autres banques en fait. Donc c'est vraiment. Donc il n'y a pas de courroie de transmission qui était la peur et qui nous a tous pensé, on finit là-dessus, qui nous a tous pensé qu'on vivait un Lehman bis. Absolument pas. Alors que ce n'est pas le cas. En tout cas pour le moment. Merci beaucoup. Explication signé Thibaut Douard. Merci Thibaut. Merci David. Valeur ajoutée revient dans quelques jours ici sur Boursorama.